Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire organisé cet après-midi par l'Association régionale des services de santé au travail du Grand Est. Nous allons patienter quelques instants, le temps de voir arriver tout le monde sur cette plateforme de webinaire. Installez-vous, il est bientôt 16 h et mon café est toujours froid à cette heure-ci, c'est désolant. Installez-vous confortablement et nous allons commencer d'ici 2-3 minutes. Bonjour et bienvenue à tous. Installez-vous, nous allons bientôt commencer ce webinaire aujourd'hui consacré aux hôtels, cafés et restaurants. Bonjour à tous et bienvenue. Nous allons commencer dans quelques instants ce webinaire consacré aux HCR. Bienvenue dans le monde des acronymes que nous connaissons bien, des hôtels, cafés, restaurants. Nous allons patienter quelques instants, le temps de voir tout le monde arriver sur la plateforme de webinaire. Nous allons être ensemble jusqu'à 17h15, probablement 17h, 17h15. Et une large place sera faite aux questions-réponses à la fin de ce webinaire. Bonjour et bienvenue à tous. Installez-vous confortablement, nous allons passer un moment ensemble. Nous allons commencer dans quelques instants. Bonjour aux personnes qui nous rejoignent. Nous allons nous donner quelques instants d'attente pour voir tout le monde arriver. Bonjour et bienvenue à tous. Nous attendons environ 70 personnes cet après-midi. Merci à vous d'être là, merci à vous d'être à l'heure. Et je vous demande de patienter encore un petit peu, le temps de voir tout le monde arriver et bien installé. Alors, nous avons animé de nombreux webinaires depuis maintenant 1 mois et demi. Une fois sur le plan de reprise d'activité lorsque nous étions en période de confinement, une fois sur le télétravail, évidemment, sur le port des masques, sur l'impact psychologique et psychosocial de cette crise sanitaire, sur le référent Covid, je vous en reparlerai en fin d'intervention pour vous dire où vous pourrez retrouver les replays. Et puis, nous avions déjà organisé un webinaire pour les hôtels, cafés, restaurants le matin même de la sortie de votre guide sanitaire. Et nous avions animé un webinaire qui avait rassemblé beaucoup de monde. Je sais que depuis, de nombreux webinaires sur le même sujet ont été déployés de partout, par les branches elles-mêmes, évidemment. Bonjour et bienvenue à tous. Je vais vous demander de patienter encore quelques instants, le temps de voir tout le monde arriver sur cette plateforme. Bonjour aux personnes qui nous rejoignent, vous êtes au bon endroit. Si vous aviez l'intention d'entendre quelles sont les mesures sanitaires à déployer dans les hôtels, cafés, restaurants. Bonjour à tous et bienvenue. Nous allons patienter encore 1 minute ou 2, le temps de voir tout le monde arriver. Installez-vous confortablement, café chaud, petit gâteau, façon café-restaurant. Et 1 heure avec nous cet après-midi, avec nos experts en santé-travail, qui vont expliquer et préciser quelles sont ces mesures sanitaires à déployer dans vos établissements. Bonjour aux personnes qui nous rejoignent. Écoutez, je propose de commencer.
Alors bonjour à toutes et à tous. Ce webinaire vous est présenté cet après-midi par GEST, l'association régionale des services de santé au travail du Grand Est. Nous attendons aujourd'hui environ 70 personnes à ce webinaire consacré aux hôtels, cafés, restaurants. Parmi vous, des entreprises adhérentes à l'un ou l'autre des services de santé au travail de la région, d'autres non, des partenaires, des institutionnels, d'autres services de santé au travail. Pas d'inquiétude, puisque les informations que nous allons vous donner cet après-midi ne font évidemment pas cette différence. Ce qui nous réunit aujourd'hui, ce sont les questions que vous vous posez et les réponses que nous vous apporterons. Je me présente, je suis Gaëlle Faure, responsable communication à Alsace Santé au Travail à Strasbourg. Et avec nous cet après-midi, ce webinaire sera animé par Dr Fabienne Tondini, médecin du travail à l'ACST à Strasbourg, et Florian Vogel, ergonome à l'AIST 3F à Saint-Louis. Pour ce qui est des questions, je vous propose de les envoyer par l'outil qui se trouve sur votre droite. Marilyn Geiger et Jérémy Ougier sont dans les starting blocks pour répondre à, je l'espère, vos nombreuses questions. En fin d'intervention, je poserai quelques-unes de vos questions à nos experts. Ce webinaire durera environ 1 heure et le replay et le support de présentation seront disponibles sur nos sites internet. Nous vous donnerons les liens à la fin de cette présentation. Alors, l'imprévisibilité et la dureté de cette crise ont profondément impacté votre profession. L'hygiène et la sécurité alimentaire sont les bases de votre métier depuis longtemps maintenant, et il vous appartient aujourd'hui de rassurer et de communiquer auprès de vos clients sur le strict respect des procédures sanitaires et des gestes barrières mis en place dans vos établissements. L'engagement est aujourd'hui l'enjeu essentiel d'une reprise d'activité en confiance. La confiance est le mot-clé aujourd'hui pour vous, établissement HCR. Donc, nous allons vous accompagner dans ce changement en vous présentant et en vous expliquant l'intérêt des mesures sanitaires à déployer. Alors, nous allons vous présenter le sommaire. Docteur Tondini, si vous voulez bien naviguer dans le diaporama, merci, pour passer encore à la diapo suivante. Nous allons commencer avec quelques généralités sur le Covid-19 pour vous expliquer en quoi, comment il fonctionne et en quoi pourquoi c'est important de mettre en place ces mesures sanitaires. Ensuite, nous présenterons l'organisation générale et puis on rentrera dans le cœur de votre activité en rentrant dans l'organisation activité par activité. Docteur Tondini, on commence avec vous. La parole est à vous. Voilà, bonjour à tout le monde. Donc nous allons effectivement vous aider à comprendre et surtout vous approprier les nouvelles règles dans le contexte du Covid-19. Effectivement, je pense que tout le monde a besoin d'être accompagné dans ce changement qui effectivement modifie notablement vos pratiques. Voilà, donc un rappel sur les risques de transmission et les précautions à prendre. La transmission du Covid se fait par la projection de gouttelettes infectieuses, des postillons, qui vont vers les autres personnes ou qui vont être projetées sur des surfaces. La distance de cette projection de ces postillons est environ 1 mètre, 1,50 m lorsqu'on parle, et ça peut aller jusqu'à 5 à 6 mètres lorsqu'on éternue ou lorsqu'on tousse. Les risques de contamination se font par, en fait, plusieurs voies. Soit la voie aérienne, par inhalation, donc on respire, soit par ce qu'on appelle une transmission manuportée, c'est-à-dire qu'on va toucher avec la main une surface contaminée, donc un objet, des cartons, les poignets, et lorsqu'on portera sa main sur le visage, sur les portes d'entrée au visage, qui sont le nez, les yeux, la bouche, on va se contaminer. Il y a aussi un mode de contamination qui est important à ne pas oublier, c'est le fait de porter des choses à sa bouche. Donc en mangeant, en buvant, en fumant ou en vapotant. Donc il est très important d'être vigilant sur tout ce qu'on peut partager. Lorsqu'on partage des aliments ou lorsqu'on partage des objets sans s'être lavé les mains avant de les toucher ou avant de les prendre. Donc c'est très important ce risque de contamination de la main à la bouche. Ça s'appelle les risques manuportés.
on a une durée de vie du virus qui est présumée. Elle est estimée, mais c'est important d'avoir cette notion. Dans l'air, c'est à peu près 3 heures. Sur la monnaie, 4 heures. Et effectivement, au niveau des vêtements et des cheveux, ça peut aller jusqu'à 12 heures. Sur les cartons, jusqu'à 24 heures. Sur les parties métalliques, verre, acier, sur plusieurs jours. Et le plus longtemps, sur les plastiques, jusqu'à plus d'une semaine. On a 5 grands principes. Et c'est important d'avoir cette logique pour raisonner devant toutes les situations qu'il va vous falloir adapter. Donc, on va avoir ces principes de base qu'il va falloir respecter. 1. L'hygiène des mains. 2. La distance physique. 3. La protection. Donc, masque chirurgical plus ou moins avec une visière. 4. La ventilation, aération. Et 5e, le nettoyage et la désinfection des surfaces et des locaux. Voilà. Tous ces principes de précaution sont issus des modalités de contamination. C'est logique. Ça n'a pas de mystère. 1. L'hygiène de main. Elle se fait à l'eau, au savon ou en solution hydroalcoolique. Les deux se valent. L'important, c'est une qualité du lavage des mains. 30 secondes sur toute la surface de la main. Dos, dossier, entre, espace interdict. On va se laver les mains avant de manipuler tout objet. Donc, dans votre activité, ça va être tous les ustensiles, la vaisselle. On va se laver les mains après un contact d'une surface supposée souillée, c'est-à-dire un contact d'une surface qui a été touchée par d'autres personnes que nous. Donc, on va être attentif à se laver les mains systématiquement après toute desserte de table, après tout encaissement. Le deuxième principe, c'est donc la distance physique. Elle va être d'1 mètre minimum et elle est à respecter, c'est là où on insiste. Évidemment, il va y avoir un plan de circulation. Évidemment, il va y avoir des mesures de distanciation matérialisées. Mais il faut la respecter en toutes circonstances, et y compris dans les activités de back-office, dans les vestiaires, dans la cuisine, lorsqu'on est au comptoir et dans les espaces humains. Le troisième grand principe, c'est donc le masque. On va porter le masque, le personnel va porter le masque en salle, en cuisine, au comptoir et lors du service de chambre. Pour les clients, le client va porter son masque lorsqu'il se déplace dans l'espace du restaurant ou dans l'hôtel. 4e principe, c'est la ventilation. Ventilation et aération de tous les espaces. Et 5e principe, le nettoyage et la désinfection. Donc, on va intensifier et on va être beaucoup plus attentif à certains points, donc tous les points qui sont à multi-utilisateurs. Voilà. Donc, on a cette politique globale d'hygiène qui va nous obliger à mettre en place en fait des protocoles spécifiques de nettoyage, 2 fois par jour minimum. Donc, on intensifie le nettoyage et on augmente sa fréquence. Donc, on va être sur, comme je le disais, tout ce qui est point de contact, rampe d'escalier, bouton d'ascenseur, borne d'accueil au public, badgeuse, poignée de porte, interrupteur, bouton de l'imprimante, les TPE, etc. Les sols aussi, les surfaces de mobilier, les sanitaires et les vêtements de travail. Il va falloir porter une vigilance à l'approvisionnement et la disponibilité du matériel de nettoyage. On va aussi penser à mettre en place une traçabilité des actions de nettoyage pour repérer effectivement les actions des équipes successives par rapport à ce protocole. Lorsqu'on est dans l'activité de désinfection et de nettoyage des surfaces et des locaux, on va porter ces EPI. On va effectivement préférer le balai humide et éviter l'aspirateur, sauf s'il est muni d'un filtre EPA, pour éviter de remettre en suspension les particules dans l'air. Voilà, on va aussi aérer les locaux. Et ce qui est indiqué, c'est 3 fois par jour, 15 minutes minimum. Pour les produits à utiliser, ce sont des produits qui correspondent à la norme EN
14 476 ou de l'eau de javel diluée à 0,5% ou de l'eau oxygénée ou éventuellement de l'éthanol. Les vêtements de travail et les effets personnels doivent être nettoyés. Et la procédure de nettoyage virucide, c'est une température de 60 degrés avec un temps de lavage de minimum de 30 minutes. On va demander, dans cette situation de prévention du risque Covid, aux salariés de changer de vêtements tous les jours et d'arriver avec des effets propres pour la prise de poste et de laisser les vêtements du poste de la journée sur place. Donc, avec une prise en charge en tout cas adaptée, soit par un prestataire, mais on ne va pas remettre le lendemain les vêtements portés la journée. Donc, on va gérer cette politique globale d'hygiène aussi au contact des clients. On va mettre en place une désinfection par gel hydroalcoolique à l'entrée. Lorsque la distance d'1 mètre ne pourra pas être respectée sur certaines zones de proximité avec les clients, on va mettre en place des parois de plexiglas. Sur les objets qui seront manipulés par les clients, on va mettre en place des films étirables qui seront plus faciles à nettoyer sans abîmer le matériel. Et donc, comme on disait, on demandera que le client aussi porte un masque. Ça, c'est pour l'aération des locaux, donc 3 fois 15 minutes. On va aussi, j'attire votre attention sur tout ce qui est brassage d'air. Donc, les ventilateurs ne peuvent pas, il est déconseillé d'utiliser des ventilateurs parce qu'effectivement, on va remettre en suspension des particules virales qui auraient donc projeté ces gouttelettes qui, dans un flux normal, mettent à peu près 20 minutes. Hein, c'est un aérosol qui est dans l'air et effectivement qui va descendre tout doucement jusqu'au sol. Mais si on a un ventilateur, on va remettre ça en suspension. Pareil pour les climatiseurs. Voilà, donc il y a des procédures aussi spécifiques, à savoir qu'on ne va pas renouveler l'air. Donc on va avoir un flux d'air. On va avoir un flux d'air entrant et qui vient de l'extérieur et qui est ressorti. Donc on doit effectivement s'aviser que son système de ventilation, de VMC ou de climatisation des locaux est à un 100% de flux d'apport d'air extérieur, qu'il n'y a pas de recyclage d'air. On va condamner les recyclages d'air. On va avoir une procédure aussi de maintien de la ventilation la nuit et le week-end. Et spécifiquement au niveau des toilettes. Et si on a réduit la ventilation pendant le week-end, on va forcer le fonctionnement pour bien avoir un renouvellement d'air avant l'ouverture des locaux après une période de fermeture du week-end ou de fermeture de la semaine. Voilà. Je vais passer le relais à mon collègue. Merci, docteur Tondini. Florian Vogel, la prévention est d'abord collective. Pour être ensuite seulement individuelle, elle doit être anticipée. Alors, parlez-nous document unique, parlez-nous référent Covid, parlez-nous plan de reprise d'activité. Bonjour, merci Gaël. Donc, on va reprendre un petit peu aussi ce que le docteur Tondini vient de dire. Donc, sur la diapo suivante, on peut voir qu'on va parler, comme Gaël l'a dit à l'instant, document unique. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait dans leur établissement, je rappelle qu'il est obligatoire, qu'il est également obligatoire de le mettre à jour tous les ans. Et en cette période, c'est d'autant plus important puisque le nouveau risque lié au Covid est apparu. Donc, intégrez cela à votre document. On va également voir le PRA, le plan de retour à l'activité, les informations transmises aux salariés, la maintenance des locaux et l'organisation des espaces. Tout ça avec les informations que le docteur nous a données à l'instant. Docteur, merci. Donc, comme je vous l'ai dit à l'instant, mettre à jour votre document unique d'évaluation des risques professionnels. Alors, on le connaît peut-être sous le nom du DU, DUER, DUERP, c'est la même chose. Pour cela, je vous invite à vous rapprocher de votre service de santé au travail, quel qu'il soit.
et échanger avec vos salariés, puisque c'est la force brute de votre établissement. C'est les personnes qui sont directement en contact et qui connaissent le mieux leurs fonctions au quotidien. Voilà. Une fois que cela est fait, on conseille également, au niveau national, de nommer un référent Covid au sein de l'entreprise. Donc, c'est une personne, entre guillemets, ressource, hein, qui suivra au quotidien dans l'entreprise le matériel. Est-ce qu'il est encore en quantité suffisante? Est-ce qu'il faut en recommander? Combien? Pour qui? Voilà. Donc, tout ce qui est gel hydroalcoolique, notamment masque. Voilà. Il met également en œuvre les mesures sanitaires au quotidien dans l'entreprise. Il se tient à jour des recommandations, hein. Bon, voilà, ça c'est quelque chose qu'il faut faire quotidiennement. Et puis après, c'est des choses qui seront plus espacées dans le temps puisque ça ne change pas non plus tous les jours. Et il travaille également en relation avec le service santé au travail. Voilà. C'est plus simple de passer par une seule personne référente que chacun dans son coin se renseigne et puis rapporte les informations au sein de l'entreprise. Troisième point, le PRA. Donc, pour certains, plan de retour à l'activité ou plan de retour à l'activité, hein. Donc là, c'est un document qui doit être mis en place afin de rétablir, on va dire, l'activité en tenant compte des différentes recommandations de la branche et aussi toujours hein, du service de santé au travail ou des recommandations ministérielles. Ce PRA est comme le document unique, il est adapté en fonction de l'établissement. Voilà. Donc chacun doit disposer du sien. Bien sûr, on va retrouver des informations communes dans chacun. Voilà. Une fois que vous avez mis en place ces 3 points, l'important va être de communiquer avec vos salariés. Communiquer pourquoi? Hein, tout simplement pour assurer la bonne information, une information de qualité, si possible le plus simple possible, hein, puisque on le sait bien, hein, en ces temps, il y a beaucoup d'informations qui nous tombent dessus. Donc faire simple, voilà. Organiser des réunions régulières, voire quotidiennes, avec vos salariés. Alors, comme dit tout à l'heure, hein, quotidien au début, une fois que c'est mis en place, on peut espacer. Hein. Donc, afin de faire connaître les consignes, également obtenir l'adhésion des collaborateurs. Hein. Si vos collègues se sentent écoutés et sentent qu'il y a un échange avec vous, avec la direction ou autre, on est plus enclin à travailler dans de bonnes conditions, à faire des efforts, voilà. Même si le partage est dans les deux sens. Hein. C'est pas parce qu'une personne détient forcément l'information qu'elle a tous les droits. Présenter aussi l'organisation des tâches quotidiennes. Donc là, pareil, on va se reposer sur le plan de reprise d'activité. Et bien sûr, être attentif au bien-être de ses salariés. L'échange, c'est une chose. Sur les informations, c'est bien, mais aussi être à l'écoute de ses salariés. Il y a des personnes qui sont plus anxieuses que d'autres à reprendre le travail, d'autres qui n'attendent que ça. Voilà. Écoutez chacun tel qu'il est. Une fois que l'information est bien passée, donc on peut passer sur la partie un peu plus technique, notamment, alors là on va voir hein, pour les locaux sociaux et les vestiaires, qui sont des zones de passage, voire même de stand-by sur quelques minutes de la part des salariés. Donc, je précise hein, que tout ce qu'on dit là, c'est bien adapté à chaque établissement. Il n'y a aucune vérité qui est valable pour tout le monde. Donc, si possible, hein, toujours faites ce qui est recommandé autant que possible. Donc, si vous avez la possibilité, effectuez un sens de circulation avec une entrée, une sortie différente à sens unique pour que les personnes ne se croisent pas. Si le vestiaire, les sanitaires et les salles de pause sont suffisamment proches, suffisamment grandes, alors on peut limiter à une personne ou alors essayer de conserver la surface minimum. Alors 3 mètres, 4 mètres carrés par personne dans ces locaux. Voilà. Planifier également les prises de poste, toujours si c'est possible. Hein. Essayer de répartir les arrivées du personnel. Si tout le monde habituellement prend son poste à 8 heures, essayez de faire un décalé 8h moins 5, 8h, 8h05. Voilà. Évitez toujours les regroupements, notamment autour de la bonne chose, voilà, s'il y en a une dans l'établissement. Et pensez à intégrer du temps supplémentaire dans l'organisation du travail. Donc là, c'est du temps qui sera consacré notamment à la désinfection, peut-être à la réorganisation du bureau, à l'accueil, aux femmes de chambre qui mettront un peu plus de temps
à nettoyer les locaux. Toujours au niveau des locaux sociaux et des vestiaires, organiser le changement d'équipe, hein. Donc ça, c'est pour éviter le contact, mais également prévoir du matériel adapté. Donc si c'est pas encore le cas, les poubelles à pédales, hein, notamment, font très bien l'affaire, hein, puisque, comme le disait le docteur Tondini, on va essayer d'éviter au maximum les contacts pour la transmission manuportée. Donc les poubelles à pédales évitent de toucher les surfaces souillées. Mettre à disposition, ça je pense que c'est déjà fait, hein, du gel hydroalcoolique. Alors on va le chercher surtout dans les points clés, hein, on verra à l'accueil, là où il y a du passage, hein. Faut pas en mettre non plus à tous les coins de couloir. Des lingettes avec un virucide normé EN 1446 pour le nettoyage des portes, des interrupteurs, tout ce qui est surface de contact. Si possible, remplacer les bancs par des chaises pour limiter le nombre de chaises et ainsi augmenter la distanciation. Si ce n'est pas possible, vous conservez vos bancs, bien sûr, hein, et vous mettez une rubalise ou un morceau de scotch avec un petit mot disant qu'une chaise sur deux serait condamnée. Voilà. Idem pour les urinoirs, hein, c'est 1 sur 2 pour garder la distanciation physique minimale. Toujours dans les vestiaires, l'habillage, déshabillage des personnes. Donc, si ce sont des pratiques qui ont cours dans votre établissement, si vous disposez de vestiaires à double foyer ou double casier, là, il faut vraiment que les personnes pensent à l'utiliser. Un côté propre, un côté sale. Voilà. Comme pour toute pièce. Vêtements à usage unique ou sur blouse si possible. Et changement vers du propre à chaque service. On ne repasse pas sur du sale qui a déjà été porté. Si le nettoyage des vêtements est externalisé, on prévoit une petite zone de stockage avec des sacs hermétiques pour les vêtements sales qui seront accessibles uniquement par le livreur. Au niveau de l'organisation, les pauses pour les salariés. Donc, je pense qu'en ces périodes un peu troubles, ça fait toujours du bien de prendre une petite pause cigarette ou café pour voilà ceux qui en prennent. Alors, attention du coup au relâchement de la vigilance à ce moment-là. Vous êtes toujours au travail. Il faut vraiment conserver les distances minimales entre les salariés. Alors, à chacun d'être responsable, hein. Vous n'êtes pas obligé de faire la police derrière tout le monde, hein. C'est vraiment une conscience collective. Il faut aussi penser à l'hygiène des mains avant et après la pause, hein, puisque là, avec cigarette, vaporette ou café, c'est vraiment les mains qui s'approchent de la bouche. Voilà. Donc là, l'hygiène des mains est vraiment à respecter scrupuleusement. Au moment des pauses repas, donc si possible, également, on va chercher à décaler les pauses entre les salariés pour éviter les rassemblements. Si ce n'est pas possible, on conserve une distance minimale entre les chaises. On nettoie la salle de pause avec les lingettes normées virucides après chaque utilisation. Donc tout ce qui a été utilisé, toutes les surfaces qui ont été en contact avec les mains. Donc je pense à la machine à café, peut-être le micro-ondes, voilà, les ustensiles de cuisine. On condamne les fontaines à eau. Alors, pas forcément, mais alors soit on gère l'utilisation des fontaines à eau et des machines à café en mettant à disposition des lingettes et du gel hydroalcoolique. Soit, si c'est pas possible, on ferme. Mais bon, on essaie tant que possible de conserver et de maintenir à disposition les rafraîchissements pour le personnel. Anticiper les flux. Alors là, ça ne concerne plus les salariés, mais les clients. Donc, vous avez rouvert ou vous allez rouvrir prochainement. Je sais que c'est compliqué d'entendre ça, mais on va chercher à étendre, à étaler l'arrivée des personnes et éviter les regroupements. Alors, je sais bien que vous souhaiteriez que tout le monde revienne, que la salle soit pleine, mais vis-à-vis des recommandations et de la transmission du virus, aujourd'hui, c'est pas encore possible. Donc, essayez, si c'est le cas, de privilégier les réservations par téléphone ou Internet et pas en physique. Essayez de programmer également les arrivées au compte-gouttes. Alors là, je pense plus aux hôtels qu'aux restaurants, hein, puisque les personnes vont arriver au comptoir. Les arrivées peuvent être à peu près programmées. En restaurant, on sait bien que la plage horaire
on ne peut pas décaler tout le monde. Demandez également s'il s'agit d'un repas de famille ou d'un repas d'affaires. Alors là, on a la notion de groupe social qui entre en jeu, puisque le repas de famille concerne des personnes qui sont dans un même groupe social, qui partagent leur vie, on va dire, en temps normal, et qui du coup sont déjà dans le même milieu, on va dire, sanitaire. Dans un cadre affaires, les personnes peuvent se retrouver autour d'une table, mais ne font pas partie d'un même groupe social dans la vie de tous les jours. Donc, si on est dans le cas d'un groupe social type affaires, on va chercher à distancer d'un mètre les personnes les unes des autres. Alors que dans un repas type famille, les personnes vont pouvoir être assises les unes à côté des autres. On anticipe le nombre de personnes également pour revoir l'agencement des tables en amont. On allège la carte. Alors, ça, c'est un conseil, mais déjà, ça vous permettrait un gain de temps en cuisine et des commandes simplifiées. On peut encore privilégier les commandes et les livraisons. Alors, je pense que la plupart d'entre vous ont déjà eu recours aux commandes et livraisons pendant la période de confinement. Donc, ça peut rester une activité annexe qui peut vous permettre de générer quand même du chiffre d'affaires assez important. Et ça évite un flux important de personnes dans votre restaurant. Voilà. Donc, on va voir quelques principes de base dans votre salle de restaurant, dans le bar ou dans la salle de restauration d'un hôtel. Donc, avant, on avait une notion de groupe social. Donc, un groupe est composé au maximum, pour l'instant, de 10 personnes. Donc, si ces 10 personnes sont les membres d'une même famille, ils peuvent très bien s'asseoir, comme vous le voyez, ensemble, côte à côte à la table. Si on est sur un groupe affaires, du coup, là, à cette table de 10, on n'aura que 5 personnes espacées d'1 mètre les unes des autres. Ou alors, si vous tombez sur un groupe social qui se dit clairement comme tel, qui veulent et qui acceptent d'être proches les unes des autres. Alors, point sensible, j'ai déjà vu dans les questions, port du masque obligatoire pour le personnel et le client dès qu'il se déplace. Alors, c'est sûr que c'est pas facile à faire accepter par le client, c'est une petite contrainte. Il faut qu'il mette son masque, le client, à l'arrivée, à l'entrée du restaurant, jusqu'à être installé à table. Lorsqu'il s'assoit, il peut retirer son masque, mais il le remet soit pour quitter sa table et partir, soit pour quitter sa table, aller aux toilettes ou payer. À partir du moment où il n'est plus assis, il doit remettre normalement son masque. Voilà. Le salarié le porte constamment puisqu'il est soit dans la cuisine avec les aliments, soit le serveur en salle au contact direct des clients. Le personnel essaye aussi, tant que possible, de respecter la distanciation physique avec les clients. Bon, alors, lorsque le service doit être fait à l'assiette, il n'y a pas de distance d'1 mètre, sauf si la personne a des bras vraiment très longs. Possibilité de réduire la distance d'1 mètre si vous installez un écran entre deux tables. Donc, les personnes dos à dos, côte à côte, sont à distance minimum d'1 mètre, sauf si vous placez cet écran, donc type plexiglas, comme on le voit sur la petite photo. Dans ce cas-là, vous pouvez réduire la distanciation. Alors, pour l'aménagement de vos tables, vous avez en gros 3 options pour respecter la distance minimale d'1 mètre. C'est les clients dos au mur. Donc là, c'est distance 1 mètre entre les clients, 1 mètre entre les tables. Option 2, table contre le mur et avec un plexiglas qui va séparer les deux tables. Donc là, vous pouvez gagner un peu de place. Les personnes sont plus rapprochées. Et un mix entre les deux, c'est une table dos au mur et une table côté mur. Donc là, vous avez quand même 1 mètre, mais sur une surface équivalente, vous avez plus de personnes. Donc, bien sûr, je pense que vous l'avez compris, toutes ces mesures vont faire perdre un certain nombre de places assises dans les salles. Donc, il y a 2 façons de voir les choses, le verre à moitié plein, le verre à moitié vide. C'est sûr que les points négatifs, c'est que le système économique va en prendre un coup, le chiffre d'affaires certainement, sauf si vous avez considérablement développé votre activité de livraison et de services à emporter. Ça va aussi impacter les pratiques professionnelles que vous aviez jusque-là. Mais si on voit les côtés positifs,
En faisant cela, vous instaurez un climat de confiance pour le personnel, hein, puisque tout ce que vous aurez mis en place pour respecter les normes, les recommandations vis-à-vis de la prévention du personnel, c'est un sentiment de sécurité pour les salariés. La clientèle, normalement aussi, mais il y a des personnes qui peuvent être un peu réfractaires. Je l'entends dans les questions, hein, ça a été posé. Alors, communiquer, hein, vraiment, les gens ont peut-être un peu parfois des appréhensions, mais si vous êtes à leur écoute, que vous faites ce qu'il faut pour les protéger, voilà, je pense qu'ils seront tout à fait à même de comprendre. Toujours dans l'organisation de la salle, donc les flux, hein, je vous ai tout à l'heure expliqué, hein, qu'il faudrait déjà porter le masque à l'entrée, à la sortie et lors de tous les déplacements. Et ces déplacements, si possible, il faudrait qu'ils soient organisés. Donc, éviter les déplacements intempestifs entre les tables, des circulations aléatoires des clients et du personnel. Essayer de faire vraiment une zone de passage ou alors un plan de déplacement dans l'établissement. Donc, le personnel, hein, qui va se déplacer de l'accueil aux tables vers la terrasse, la cuisine et les autres locaux, et les clients qui vont se croiser avec peut-être le personnel. Donc là, il y aura peut-être quelques croisements, mais il faudra respecter, si possible, la distanciation d'1 mètre. Et les clients, entrée-sortie, table, terrasse et les sanitaires. Voilà. Pour vous aider, du coup, vous pouvez toujours, bien sûr, contacter votre service de santé au travail, mais vous avez également à votre disposition un outil qui est développé par l'INRS qui s'appelle MAV Implant. Alors, c'est un outil de conception pour votre local. Alors, vous pouvez très simplement, alors bon, il faut quand même avoir un peu la fibre technologique, hein, mais facilement intégrer vos surfaces de travail, donc votre salle, vous la créez avec les dimensions qui correspondent, et ensuite vous pouvez y rajouter des tables et des chaises virtuelles. Voilà. Vous allez voir du coup sur ce petit outil les distances qui seront affichées et qui vous mettront du coup directement le nombre de places et de tables que vous pourrez mettre au maximum en respectant les distances d'1 mètre. Voilà. Ça évitera de bouger en direct chez vous dans votre salle de restaurant les tables, de prendre votre petit mètre pour vérifier si vous êtes bien en respect de la règle des 1 mètre de distance. Voilà. Tout ça, ça va vous sortir une maquette virtuelle de votre salle de restaurant, de votre café ou de votre hôtel. Voilà. Merci Florian pour toutes ces informations très pratiques, très pragmatiques et très précises. Docteur Tondini, à vous maintenant pour ce qui est de la prise en charge de salariés ou bien de clients suspects Covid. Voilà. Alors, effectivement. Alors, je voulais aussi revenir sur, parce qu'évidemment, tout ça, c'est quand même pour se protéger et que, ma foi, il y a encore des cas qui circulent et que l'idée, c'est de circonscrire autant que possible lorsqu'on lorsqu'on identifie effectivement une personne suspecte de Covid. Donc, la base de la prise en charge, c'est d'isoler la personne, c'est de la protéger et de rechercher si elle a des signes de détresse. Donc, on isole la personne vers un local dédié, donc pour limiter le contact avec des personnes. Lorsque on l'isole, on va évidemment appliquer les gestes barrières, c'est-à-dire qu'on va essayer, si elle peut se déplacer seule, de rester à 1 mètre d'elle, et on va porter son masque et on va se laver les mains avec un gel hydroalcoolique ou au savon. Ensuite, on va rechercher s'il y a des signes de détresse, c'est-à-dire ce qu'on appelle une dyspnée, c'est-à-dire des grosses difficultés respiratoires, si la personne semble avoir des problèmes de conscience, enfin voilà, tout ce qui peut vous inquiéter sur l'état de santé de la personne. Dans ce cas-là, on appelle le SAMU. S'il n'y a pas de signe de détresse, on va demander à la personne de contacter son médecin traitant ou un autre médecin et on va organiser son retour à son domicile. Après, lorsque cette personne sera rentrée chez elle, on va quand même informer le service de santé au travail qu'on a eu dans les locaux une personne, un client ou un salarié suspect d'être Covid positif
Et ensuite, on va suivre les consignes. Donc, il y aura des consignes de nettoyage particulier du poste de travail et aussi de déterminer les salariés, les personnes qui ont été en contact. Sachant qu'un cas contact, c'est tout de même un contact rapproché d'au moins 15 minutes avec la personne. Et ensuite, les cas contacts sont pris en charge dans une procédure en lien avec la CARSAT. Je vais vous présenter à présent faire rappel sur les équipements de protection individuelle. Donc, les équipements de protection individuelle sont les masques qui sont effectivement obligatoires lorsqu'on ne peut pas respecter la distanciation sociale d'1 mètre. On peut utiliser éventuellement une visière ou écran facial en plus d'un masque. On peut utiliser des tabliers, des blouses et pour ce qui concerne les gants, qui est un EPI standard habituellement, dans le cas du Covid, on déconseille le port de gants de façon systématique dans la mesure où ça donne une fausse impression de protection. C'est-à-dire qu'on va porter des gants, on va toucher plein de choses avec ces gants et on va se considérer comme protégé. Et on peut à ce moment contaminer la surface des gants. Et si on va porter les gants au visage, on se sera contaminé. Alors que si on ne porte pas de gants, on va être quand même plus vigilant à savoir que potentiellement ses mains sont contaminées. On a donc différents types de masques. Je ne vais pas détailler effectivement cette diapositive qui présente le panorama complet de tous les types de masques et de l'usage de chaque type de masque. Les masques dont on parle dans votre activité sont des masques dits grand public. C'est des masques qui sont portés 4 heures et maximum, qui sont, selon le cas, si c'est des lavables réutilisables, on suit la notice de lavage, donc c'est toujours 60 degrés, 30 minutes minimum, avec un nombre de lavages maximal. Et voilà. Ce que je tenais ce qui me semble peut-être plus intéressant, c'est de vous montrer comment on met un masque. D'abord sur la diapo, donc et en même temps, je vais le faire devant vous. Donc, avant de mettre un masque, on va veiller à avoir les mains propres. Donc, on va mettre du gel hydroalcoolique. Donc, c'est pareil, hein, donc on est sur toutes les surfaces, les espaces intervitaux, on laisse sécher, voilà, 20 à 30 secondes, je fais un petit peu plus vite, hein, c'est comme les recettes de cuisine à l'atelier, on fait un petit peu en accéléré. Je prends mon masque par l'élastique. Je vais effectivement ne toucher que l'extérieur. Et je vais veiller s'il a une petite barre en métal à plier. Puisque, effectivement, ce qui est très important, c'est, bon, déjà, on repère le bon sens, l'extérieur de l'intérieur. Ensuite, je vais ajuster les élastiques et je vais veiller à ce qu'ils recouvrent totalement le nez, la bouche et qui passe en dessous du menton. Il doit être effectivement ajusté sur le nez. Hein. Donc là, j'ai touché l'extérieur, bon, il est propre, mais après, on ne touche plus l'extérieur. On considère que l'extérieur est contaminé. Donc, dans la procédure de retrait, donc un masque, on le garde, on ne l'enlève pas. Quand on va l'enlever, on va se relaver les mains pour éviter justement de se recontaminer les mains en touchant la surface extérieure du masque. Et je vais retirer le masque par les élastiques. Et pour l'élimination du masque, c'est dans une poubelle. Donc là, on a parlé déjà effectivement, voilà, des poubelles à pédales pour éviter de toucher les surfaces. Voilà, je vais vous remettre le micro. Et la prise en charge des déchets contaminés ou potentiellement contaminés se fait dans un sac poubelle et qui a un double emballage, c'est-à-dire qu'on met un sac et on remet un sac dessus. Ce sac doit être fermé et conservé 24 heures dans un local à part et sera évacué dans la filière des ordures ménagères. Si c'est un masque réutilisable, comme je l'avais dit, on le lave selon les indications de la notice. Alors, un petit point sur la visière ou écran facial. C'est une protection large du visage.
qu'on peut utiliser pour les personnes en contact régulier avec le public. Il est normé EN 166, mais il n'a pas l'efficacité de filtration des masques, selon l'avis du Haut Comité en santé publique. Donc, on associe le port du masque, du port de la visière au port d'un masque. On peut éventuellement, dans certaines situations, lorsque le port du masque est trop contraignant, lorsqu'on fait un effort physique ou lorsqu'il y a des contraintes thermiques, ne porter que la visière en protection du visage, mais il convient tout de même de solliciter l'avis du médecin du travail sur ces circonstances-là. Merci, voilà. Docteur Tondini. Effectivement, je crois qu'il était plus que nécessaire de faire un point sur les masques. Quand on voit à quel point ils sont mal portés la plupart du temps par les gens qu'on croise dans la rue ou bien dans les grandes surfaces ou bien ailleurs. Merci pour cette précision. On ne le dira jamais assez. Le port du masque, ok, mais le port du masque mieux, c'est mieux. Florian, à vous de nous parler maintenant des aides financières, parce qu'on imagine que tout cela a un coût pour l'entreprise. Est-ce que des aides financières sont disponibles, sont possibles pour les entreprises? Tout à fait. Et il faut bien penser à demander accès à ces aides financières. Hein. Voilà, les entreprises ne sont pas non plus livrées à elles-mêmes dans cette période. Alors, on va retrouver deux types d'aides. Alors, une première qui sera vraiment financière, que je vais vous détailler tout de suite. Merci. Qui concerne les TPE-PME, donc les entreprises de 1 à 49 salariés, ainsi que les travailleurs indépendants sans salariés du régime général. Cette subvention appelée prévention Covid concerne l'achat ou la location de matériel d'équipement du 14 mars au 31 juillet 2020. Donc, ce sera essentiellement du matériel qui permettra de respecter les mesures barrières et de distanciation physique et les mesures d'hygiène et de nettoyage. Donc, avant que je vous donne un peu plus de précision, savoir que cette subvention est à hauteur de 50% du montant hors taxe à partir d'un minimum de 1 000 € d'investissement et jusqu'à 5 000 € plafonnés. 500 € hors taxe pour le travailleur indépendant de minimum. Voilà. Donc, avec ce que je vais vous dire, vous avez également en dessous de du diaporama le lien vers cette subvention, puisqu'il y a un dossier à remplir. Je précise également que dans le dossier, il est demandé d'avoir un document unique à jour. Déjà, d'en avoir un, c'est déjà pas mal. Voilà. Ce qu'on va retrouver dans ces subventions, c'est l'achat. Alors, forcément, ce que vous allez acheter en priorité, ça va être du masque, du gel hydroalcoolique. Alors, il faut faire attention, c'est pas uniquement de l'achat pour ce type d'équipement, ou alors il faut qu'il soit associé à un achat sur les mesures barrières et de distanciation ou d'hygiène et de nettoyage. Donc, vous pouvez acheter des gants et du gel hydroalcoolique et des masques si, à côté de ça, vous achetez, par exemple, des vitres en plexiglas pour séparer vos tables. Si vous achetez des outils visuels pour faciliter la circulation et l'organisation au sein de votre établissement. Voilà. À titre d'exemple, on peut encore citer les équipements de lavage des mains mobiles. Alors mobile, c'est plus ce qui va être accroché au mur pour que les clients et les salariés puissent se laver les mains régulièrement. Voilà. N'hésitez pas à cliquer sur le lien, à téléphoner ou à envoyer un mail pour avoir plus d'informations. Deuxième aide. Gaël, je voulais préciser. Très bien. Deuxième aide, alors celle-là, elle n'est pas financière, mais elle est organisationnelle et technique. Depuis le 19 mai 2020, le ministère du Travail a lancé l'objectif reprise pour les TPE-PME de moins de 250 salariés. Alors, c'est un petit questionnaire d'évaluation en ligne. Alors, petit, ça dépend de la taille de votre établissement, mais qui va vous permettre de faire un point zéro sur votre situation actuelle face au Covid. Est-ce que vous êtes bien équipé? Est-ce que vos informations passent aux salariés, à la clientèle? Ou est-ce que vous êtes, alors, désolé l'expression, à la ramasse? Et du coup, derrière, on va vous proposer un conseil qui sera adapté à votre situation. Ce conseil sera aussi associé à un accompagnement, donc du service de santé au travail, des réseaux type ANACT, ARACT, de la CARSAT.
Voilà. Donc là, vous retrouvez les liens, pareil, en dessous de la diapositive. Merci Florian. On va passer maintenant à la prévention poste par poste pour ne laisser personne à la ramasse. On va rentrer dans le vif du sujet. Les questions arrivent. Hein. Qu'est-ce que je fais pour le buffet du petit déjeuner? Comment je fais avec les femmes de chambre et les EPI? On répond à toutes vos questions maintenant. On va essayer de vous donner un petit peu un cadre, une orientation, hein, toujours en suivant cette logique de comment on se contamine et comment on se protège. Voilà. Donc on va commencer par le début de la chaîne et donc c'est livraison réception de marchandises. Donc on va essayer d'avoir un espace dédié qui sera équipé effectivement de matériel de protection, c'est-à-dire déjà de gel hydroalcoolique ou qui serait à proximité d'une zone de lavage des mains. Les poubelles, on a déjà décrit le type de poubelle qu'il faut pour évidemment pas toucher, voilà. On va essayer d'organiser les livraisons des commandes avec des horaires décalés, c'est-à-dire que ça se bouscule pas au portillon et qu'ils puissent contrôler le nombre de personnes qui sont présents, que ce soit du côté des livreurs et autant que du côté du personnel qui réceptionne. Évidemment, moins on est nombreux en même temps, moins on risque de se rapprocher et d'être trop en contact, et moins on a de personnes au contact, moins on a de risque de se contaminer. Donc, on va demander au livreur de déposer les commandes à l'extérieur du local. On va garder donc cette distance d'1 mètre. On va essayer de mettre en place, en tout cas, de privilégier tout ce qui est paiement prépayé, des paiements en ligne. Ensuite, la gestion sur le plan concret de la marchandise qui sera effectivement livrée. On retire les emballages, on jette les cartons à l'extérieur. On va les garder dans une zone dédiée. On va essayer de pas que ces cartons qui sont supposés potentiellement contaminés viennent contaminer les espaces à l'intérieur de nos locaux. Bah, évidemment, dès qu'on aura fini ces manœuvres, on se relave les mains, on désinfecte les surfaces, et on verra aussi concernant la livraison et les transferts de linge lorsque c'est par des prestataires, à veiller à une filière, mais ça c'est de toute façon toujours le cas. Mais une filière séparée avec une marche en avant. On ne mélange pas le sale avec le propre. Voilà, je crois que Florian va vous parler de la réception et de l'accueil. Bon, oui, Florian. Merci. Je coupe les micros, on va avoir du mal à communiquer, excusez-moi. Pas de souci. Donc, le poste de réception et d'accueil, hein, poste, on va dire, important parmi tant d'autres, puisque c'est le passage, on va dire, obligatoire pour les clients. Alors là, j'ai envie de dire, on va essayer, comme partout ailleurs, de faire le moins pour arriver au mieux. Donc, le moins, ça va être privilégier l'information dématérialisée. Donc, les réservations, facturations sur écran, sur Internet, supprimer les brochures et tout ce qui est en libre accès au sein du poste d'accueil. Anticiper les flux aussi, hein, pour connaître les horaires d'arrivée des clients, éviter qu'ils se croisent tous au même moment. Suspendre le service de bagagerie pour éviter les contacts poignets de valises entre les clients et les salariés. Si possible, laisser des portes ouvertes pour limiter le contact sur les poignées. Alors là, attention, hein, puisque porte ouverte veut dire courant d'air, brassage d'air. On va quand même, comme le disait avant le docteur Tondini, limiter le brassage de l'air, puisque c'est là que circule le virus. C'est un des postes clés où doit se trouver absolument une solution hydroalcoolique à disposition pour le personnel et pour les clients, puisque c'est souvent le point d'entrée et de sortie. Donc à ce moment-là, là, les personnes devraient obligatoirement se laver les mains en y passant. Informer la clientèle à l'aide d'un affichage sur les mesures préventives en place, hein. Donc ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure pour la restauration. Faire de toutes ces contraintes une force et permettre d'augmenter le capital confiance envers vos clients et aussi envers vos salariés. Réorganiser le comptoir,
Donc ça reprend supprimer les brochures, mettre en place du dématérialisé, hein. On va chercher à mettre le moins possible de zones de propagation de virus et ainsi faciliter le nettoyage. Toujours au poste de réception et d'accueil, on peut mettre en place une paroi plexiglas sur le bureau, hein, d'accueil entre le réceptionniste et le client. La personne qui est à la réception devra désinfecter régulièrement le poste de travail. Éviter le partage aussi entre les salariés. S'ils sont deux à la réception, il faut que chacun ait ses outils, ses stylos, son papier et autres. Voilà. Mettre en place un TPE, donc terminal de paiement électronique. Voilà, le plafond de la carte a été augmenté il y a peu. Donc privilégier le paiement sans contact. S'il y a paiement par monnaie, essayer de mettre en place un réceptacle qui est nettoyable pour que le client y glisse ses espèces et que vous pourrez désinfecter après chaque passage. Désinfecter les clés et les cartes magnétiques à chaque retour client. Et idéalement, la personne garde sa carte ou ses clés du début à la fin de son séjour. Voilà. Je vais prendre le relais sur la partie donc room service. Et donc effectivement, au niveau des commandes de room service, on va mettre en place une procédure particulière, à savoir une dépose du plateau devant la porte de la chambre. Et on va demander au client de prendre en charge lui-même son plateau. On peut peut-être trouver des petits trépieds, quelque chose, de manière à ce que ça se fasse dans les meilleures conditions aussi de confort pour le client. Et on évitera effectivement d'entrer dans la chambre du client. Lorsque sur la partie voilà, ce que je voulais dire, effectivement, on l'a déjà dit, mais je pense que c'est important d'associer le client parce que c'est aussi pour sa sécurité. C'est des mesures sanitaires qui peuvent aussi le rassurer. Donc il y a vraiment un gros travail à faire au niveau de la communication. Pour la partie activité veilleur de nuit, on va peut-être limiter certaines rondes, mais par contre, on va intégrer des tâches supplémentaires, à savoir qu'on va demander effectivement que le veilleur de nuit participe à ce nettoyage du matériel et des locaux qui est de fait intensifié. Évidemment, il se lavera les mains au gel hydroalcoolique au retour de sa ronde. Oui, merci. Pour ce qui est du service d'étage, donc le nettoyage des chambres, les salariés, après information, hein, vous aurez sûrement dû réorganiser un petit peu le travail. Donc notamment préparer les chariots à l'avance, ne pas oublier ses gants et le gel hydroalcoolique dans chaque chariot. Si possible, le chariot doit être dédié à chaque personne pour éviter qu'on se repasse le chariot entre collègues. Informer également vos clients des nouvelles procédures mises en place et lui suggérer de participer à certains actes, donc notamment mettre les serviettes dans un contenant prévu à cet effet, hein. Un joli panier en osier ferait très bien l'affaire. L'ouverture des fenêtres lorsqu'il quitte la chambre, ce qui permettra d'aérer la chambre avant que la femme de ménage ne vienne la nettoyer. Pour la femme de ménage qui passera ensuite, prévoir un temps augmenté, hein, pour nettoyer la chambre un peu plus profondément. Si possible, nettoyer la chambre uniquement 24 heures après le départ du client. Alors ça, je sais que c'est un petit peu rédhibitoire, hein, puisque on veut que les chambres soient occupées, hein. Donc, si c'est pas possible, essayez au moins de faire aérer avant que la femme de ménage ne rentre dans la chambre. Une fois qu'elle rentre, il faut qu'elle referme la fenêtre, puisque le brassage d'air, du coup, sinon, sera toujours présent. Alterner les salariés du soir et du matin à des horaires décalés, hein, toujours pour éviter le croisement, et faire uniquement le nettoyage à la fin du séjour, sauf salissure ou demande exceptionnelle de la part des clients. Voilà. Et proscrire le travail en binôme, toujours séparé au moins d'1 mètre de l'autre. Donc dans une chambre, c'est un peu compliqué. Dans les chambres,
Alors, on va chercher, comme je vous l'ai dit tout de suite, à aérer immédiatement la chambre dès qu'elle est disponible, dès qu'elle est libre, et maintenir l'aération. Alors là, pendant toute la durée du nettoyage, ce serait avant et voire ensuite. Mais lorsque la femme de ménage est dans la chambre, elle va fermer la fenêtre pour que du coup, il n'y ait pas de brassage dans l'air. Nettoyer avec un soin particulier les poignées, portes, interrupteurs, robinets, télécommandes, tous les petits outils du quotidien qu'on touche sans même s'en rendre compte, voilà, et qui sont des surfaces contaminées potentiellement avec un risque de transmission manuportée. Éviter de secouer le linge, éviter aussi le contact de la literie avec le visage, tout comme pour les serviettes ou tout autre objet qui aurait pu être en contact avec le client. Stocker le linge usé ou souillé dans des sacs hermétiques, qu'on verra ensuite en zone de livraison prévue uniquement à cet effet-là. Et si vous utilisez un aspirateur, veillez à ce qu'il soit muni du filtre EPA, comme l'a dit le docteur tout à l'heure. Entre chaque chambre, la personne veillera à se désinfecter ou se laver les mains. Et si elle porte des gants type MAPA, qui ne sont pas jetables ou à usage unique, il faudra qu'elle les lave, ces gants, au savon et à l'eau. Voilà. Donc là, on sort de la chambre et on vient prendre son petit déjeuner. Donc on est sur effectivement comment on va organiser la partie petit déjeuner. On va essayer quand même de privilégier le service en chambre. Ça permettra de limiter les déplacements et le nombre de personnes en contact. Donc effectivement, sur la procédure qu'on a déjà décrite tout à l'heure sur la partie room service. Donc on va, comme dit, essayer de limiter tout ce qui est buffet. Si néanmoins on garde un buffet, on va réorganiser le buffet. On va peut-être aussi, c'est une suggestion, demander au client de prendre la commande et de faire à ce moment-là un service sur plateau que le client viendra retirer ou qu'on lui déposera à table. On va retirer tout ce qui est couvert sur le buffet. C'est des couverts de service qui ne peuvent pas être retouchés par toutes les personnes qui vont au buffet. Donc, on remettra à chaque client son kit de service pour qu'il se serve de ses propres couverts pour se servir au buffet. On va effectivement mettre en place une disposition des aliments qui fera que ça permettra de respecter cet espacement entre les personnes qui viennent sur le buffet, éventuellement. S'il y a une personne qui s'occupe de réachalander le buffet, selon la disposition, on pourra éventuellement mettre des moyens de distanciation avec les clients qui sont de l'autre côté du buffet. Il y a une chose qui est très importante aussi, c'est que tout ce qui est des condiments communs, les sels, les poivres, et ça sera pareil pour la table, tout ce qui peut être retouché par plusieurs personnes successivement, il faudrait le retirer et proposer effectivement des condiments en sachet individuel. Pour les fontaines à eau, on va conseiller vraiment de proposer plutôt des bouteilles d'eau individuelles ou les boissons, les jus de fruits en contenant individuel, ou d'avoir vraiment des procédures de nettoyage entre chaque utilisation de ces choses qui sont partagées. Alors, je vais terminer avec la partie self. Donc, effectivement, le client, eh bien, on va lui demander de porter un masque lorsqu'il se déplace et qu'il se sert au self. On va matérialiser, évidemment, un sens de circulation et une distanciation. Le personnel aussi portera un masque s'il est pas suffisamment éloigné du public. Voilà. Au niveau de la restauration, alors sur place à emporter, toujours en matière de prévention collective, vous pouvez également
vous devez également donner des consignes aux clients à leur arrivée. Hein. Alors, il y a une question, hein, il y a une personne qui nous dit c'est compliqué, nous mettant tout en œuvre, mais les clients sont souvent peu compréhensifs car moins de services, surtout en 4 étoiles. C'est sûr que pour les hôtels haut de gamme, les activités annexes sont réduites drastiquement. Et pour tout le monde, hein, au niveau de la quantité de personnes acceptées. Les clients, il faudrait vraiment les mettre dans sa poche d'une façon ou d'une autre, hein, qui comprennent bien que ces gestes barrières, ces consignes, c'est pour eux avant tout, hein, mais c'est aussi pour vos salariés, c'est pour votre santé, votre sécurité à vous. Voilà. Alors, le masque, hein, le port du masque est obligatoire dans les établissements. Hein. Seuls les clients dotés d'un masque sont autorisés à se déplacer dans l'établissement. Il n'y aura pas de vestiaire, hein, dans les restaurants. Donc souvent, on a une petite partie à l'entrée où on peut accrocher ses vestes sur des cintres. Là, pour le moment, il faudrait que la personne garde sa veste jusqu'à la table. Toujours en restaurant ou matin, midi et soir, le menu devrait être affiché sur un support autre qu'une carte qui passe de main en main, hein, sauf si bien sûr vous vous amusez à désinfecter entre chaque client. Alors vous avez la possibilité d'avoir une ardoise et de la poser sur la table sans que personne n'y touche et ensuite de la reprendre avec le serveur. Possibilité aussi de faire du dématérialisé avec un écran sur une tablette ou alors que les personnes puissent aller directement sur un site, voir directement le vôtre. Voilà, tout ce qui est sur la table, cette papier et autres, devra être soit jetable, soit nettoyable. Hein. Et vous avez également la possibilité d'utiliser, alors ça c'est un petit outil, hein, qui est sorti récemment, un QR code. Donc pour ceux qui ne savent pas encore ce que c'est un petit carré de points noirs qui renvoie vers un lien Internet. Une société met gratuitement à disposition ou en finançant très légèrement le QR code, la possibilité à un établissement de créer son QR code pour rediriger vers sa carte. Voilà. Donc vous pouvez créer votre propre QR code et les gens du coup n'ont qu'à flasher ce code et retrouvent votre carte sur leur téléphone en dématérialisé. Toujours le respect des 10 personnes maximum par table d'un même groupe social. Le marquage des places à table, le retrait des chaises si les personnes doivent être espacées d'1 mètre. Désinfecter chaque table et chaque siège lors du changement de Covid, de convives, de clients. Dans l'hôtellerie, proposer le service en chambre. Alors, il y a aussi une question, hein, le petit déjeuner plateau ou alors les plateaux de courtoisie en chambre. Hein. Là, pareil, hein, il faut que ce soit des services qui soient désinfectés entre chaque client. Hein. Si vous proposez un plateau à un client, vous pouvez pas réutiliser le plateau pour un autre sans l'avoir nettoyé, désinfecté. Voilà. Vous pouvez également, hein, revenir sur les informations que le docteur a dit tout à l'heure pour le self, couvrir les aliments, respecter toujours la distanciation avec les clients. Voilà. Réserver les menus et commandes à l'avance si possible, hein. Donc ça c'est dans le meilleur des cas, et privilégier les commandes préférables par téléphone avec un horaire de retrait fixé à l'avance. Voilà, on arrive en cuisine et donc on va effectivement, moi je voudrais quand même juste effectivement revenir sur le fait que on va conseiller aussi de travailler sur 2 équipes différenciées, 2 équipes qui ne se croisent pas. L'idée aussi de limiter vos salariés au contact des clients et les salariés au contact de l'équipe large permettra que si vous avez une personne qui va être contagieuse, elle ne vous contamine pas toute votre équipe. Ça, c'est une idée quand même importante à bien intégrer. Si vous avez une personne qui va qui va croiser tous ses collègues parce que vous n'avez pas mis en place une organisation de votre travail qui va faire qu'elle va rester sur son poste, sur son périmètre de travail, eh bien vous risquez de perdre presque la moitié, voire plus que de personnes de vos effectifs. Donc vous risquez d'être en difficulté. C'est pareil, le service en salle.
on va considérer qu'il y a un serveur seul qui s'occupe d'une table. Hein. Si vous avez une personne contagieuse à cette table et que vous avez 4 membres de votre personnel qui va faire le service à cette table, et si malheureusement les distanciations pour X raisons n'ont pas été respectées, vous pouvez avoir 4 de vos personnels qui seront malades. Donc c'est tout de même quelque chose qui vaut la peine d'être réfléchi. Donc en cuisine, chacun va être sur son poste, dans sa zone, dans son périmètre. On ne va pas partager le matériel. Chacun aura ses outils, ses instruments personnels. Si on change s'il y a plusieurs utilisateurs, on va procéder au nettoyage entre les utilisateurs. On va effectivement vérifier aussi pour le local au bon fonctionnement de l'aération de ce local. Évidemment, il faudra, comme partout ailleurs, le gel hydroalcoolique, les solutions de nettoyage des surfaces, les poubelles à commande et de l'eau en bouteille. Le lavage des mains, le port de Charlotte, le lavage avec la procédure Covid qui détruit le virus, c'est 60 degrés. Voilà pour la partie bar. Alors, c'est les hommes qui parlent du bar. Normalement, c'était toi encore. Alors, je continue, oui. Alors, effectivement. Donc, on a quand même, effectivement, c'est une bonne nouvelle. Les bars réouvrent et c'est plutôt très sympa pour la convivialité. Par contre, on va travailler différemment. On va plus s'approcher, on va plus faire la queue au couloir, coller, agglutiner. On va essayer de trouver une façon de passer des commandes dématérialisées. On va plus les passer oralement. Peut-être inventer donc des idées et des nouvelles façons de faire avec le menu sur QR code, la commande peut-être sur des fiches qui seront à compléter, à déposer dans un présentoir, et le barman présentera et appellera le client qui viendra donc dans une surface particulière de dépose et de pose, récupérer sa commande, peut-être sur un plateau, retour sur le plateau qui sera désinfecté. Voilà. On va essayer aussi de promouvoir du coup des tasses et des verres à usage unique. Alors peut-être privilégier des choses qui sont moins polluantes que le plastique, parce qu'il y a des choses à usage unique moins polluantes. Mais trouver des choses comme ça. Donc évidemment, pour le paiement, c'est toujours la même chose. Le principe de je me déplace, je porte un masque doit être conservé. Voilà. Je pense que il y a des clients évidemment pas très coopératifs. Mais je pense que il y a aussi des clients qui seront rassurés parce que ils prennent un risque pour eux de retrouver dans une collectivité, et que le fait que des mesures soient en place va les faire être rassurés à pouvoir effectivement être tranquillement, profiter de la convivialité, mais en sécurité. Si vous avez un espace fumoir, eh ben c'est pareil, on limite le nombre de personnes. La règle de la distanciation et de la jauge du 4 mètres carrés par personne, bref, elle est à calculer aussi. Les vestiaires, on en a déjà parlé. Il n'y a que les propriétaires qui manipulent leurs propres effets personnels. C'est pas la peine de se contaminer inutilement, sauf si effectivement vous mettez à disposition des compartiments hermétiques, enfin un autre moyen de stockage. Pour ce qui est le DJ, évidemment, il est potentiellement en risque de contact avec énormément de personnes, tous ceux qui voudront lui demander de passer un disque ou je ne sais pas. Mais donc, on va essayer de faire qu'il ne soit en contact que visuel avec le public, les clients. Et donc, on mettra probablement en place une paroi plexi. Voilà. Donc finalement, Fabienne, tu as fait le bar et les hommes font la blanchisserie. Eh bien, je trouve ça formidable. Très bien. Donc, pour les établissements qui disposent d'un service de blanchisserie. Alors voilà, ça c'est un petit service qui peut être encore conservé, mais toujours en mettant en place un protocole particulier pour la prise en charge du linge potentiellement contaminé. Donc, comme on l'avait dit tout à l'heure, il faut que les sacs soient fermés.
qu'ils soient jetables, hein, puisqu'une fois qu'ils sont utilisés, ils ne sont plus utilisables, ils sont souillés. Il faut les identifier également pour ne pas les confondre avec un autre sac qui lui serait retouché, réouvert par une autre personne et qui ainsi continuerait la chaîne de transmission du virus. On va malheureusement proscrire ou suspendre le nettoyage des effets personnels des clients. Alors voilà, c'est au final ce que j'ai dit. En fait, c'était un peu bête puisque c'est pas un service qui sera maintenu. Voilà. Sauf si vous trouvez le protocole qui va bien pour ne faire prendre aucun risque à vos salariés, à vos clients et à vous-même. Voilà. Et c'est qui fait du sport? Ah bah c'est toi? Bah non, c'est C'est toi. moi. Super, super. Alors, écoutez, il y a une bonne nouvelle parce que les espaces fitness étaient quand même longtemps fermés aussi, hein, et donc effectivement, moyennant des mesures de distanciation entre les participants, une gestion de l'afflux et de circulation dans les espaces, peut-être mettre en place des créneaux d'utilisation, hein, pour contrôler le nombre de personnes. On va mettre à disposition aussi du matériel, donc des lingettes pour pouvoir désinfecter les surfaces des machines et des différentes haltères qu'on peut trouver. On va mettre effectivement à disposition des bacs de dépose de linge sale, des poubelles avec couvercle qui seront accessibles directement par le client pour que lui-même dépose s'il a eu à disposition des serviettes. Donc voilà, c'est toujours sur le même principe. Pour ce qui est des espaces de bien-être et de wellness, on va chercher à équiper les postes d'accueil de parois de protection, s'il y a un poste d'accueil à cet endroit-là. Rallonger si possible les plages horaires afin de diluer la présence des clients dans les zones de soins. Demander à la clientèle de prendre une douche avant, savonner. Prévoir un bac de dépose du linge directement accessible par le client, ainsi qu'aux accès directs aux poubelles et en cabine, hein. Donc là, il n'y a pas de contact avec le linge possible entre les clients et avec les salariés, hein. Chacun a un espace bien défini pour son linge. Au niveau du nettoyage, on va désinfecter toutes les surfaces qui ont été en contact avec les clients, hein, ainsi que les postes d'accueil, donc les cabines de soins, les transats. Après chaque soin, on va aérer la cabine et renouveler l'air en laissant les portes ouvertes. Et en fin de soin, on va indiquer aux clients où jeter les serviettes utilisées, ainsi que les slips jetables ou autres équipements qu'ils ont portés. Autre consigne aux clients, se laver les mains, prise d'une douche, ça on avait dit, et port du masque obligatoire, sauf si la personne doit à un moment siroter un cocktail ou autre. Voilà. Favoriser les réservations par téléphone, toujours un email, site web. Laisser tous les effets personnels au vestiaire, bijoux, sac, et venir avec son propre gobelet ou sa gourde. Favoriser le jetable, comme l'a dit Fabienne. Donc, allez, on va finir par parler à deux voix, hein. Donc, pour l'instant, effectivement, spa, piscine, hammam. Le hammam est vraiment un milieu très avec une micrométrie très particulière, et pour l'instant, c'est vraiment très particulier. Ça n'est pas conseillé de l'ouvrir, ou en tout cas, si les procédures de nettoyage ou de désinfection au niveau aérien d'un hammam sont vraiment extrêmement lourdes. Donc je pense que si vous avez la chance d'avoir différents équipements et notamment des, des, des saunas, on va peut-être amener les clients à découvrir d'autres parties dans vos espaces bien-être. Donc c'est toujours la même chose, on gère les flux, on réglemente les accès, on évite les regroupements, on met un affichage et là c'est toujours pareil, on essaye d'amener d'amener le client vers la compréhension et l'acceptation de ces contraintes qui sont là aussi pour le protéger. Donc on va évidemment dans vos protocoles de nettoyage où on va effectivement, on a parlé tout au début et du référent Covid, hein, donc on va quand même avoir vraiment des procédures et là, dans ces espaces-là, les procédures de nettoyage doivent être vraiment très clairement définies et contrôlées et avec une traçabilité, hein. C'est important pour qu'on n'oublie pas. Effectivement, je reboucle un peu sur ce qu'on disait sur l'accompagnement
des équipes et le dialogue, la coordination, la prévention et la protection, ça passe aussi beaucoup, on le dit beaucoup dans beaucoup de documents, sur le fait de s'observer et de se rappeler parce que ça n'est pas systématique, c'est des choses qu'il faut apprendre, c'est nouveau. Donc c'est vrai que si on se contraint à se rappeler les choses au sein des équipes, ça peut aider. Donc évidemment, les serviettes sont obligatoires, hein, voilà. Pour les salles de repos, pareil, comme pour les chaises, comme dans tous les espaces, on va écarter le mobilier de repos. Hein. On pourra mettre des housses jetables. On va pas conserver tout ce qui est couverture, plaid, qui peuvent être des sources de contamination. Voilà. Et on désinfecte les surfaces. Avant de finir, avec une petite touche de fraîcheur et un point positif, dans les piscines, le seul lieu où le Covid aura peut-être un effet positif, puisque vos clients seront presque seuls dans la piscine. Donc ça, je pense pas qu'ils vont vous en vouloir. Donc avant réouverture, hein, on va quand même procéder aux entretiens, déclarations et opérations sanitaires périodiques. On nettoie régulièrement les filtres, on désactive le recyclage de l'air. On espace les transats, hein, comme pour les espaces wellness et sauna. On contrôle l'affluence. Donc c'est là hein, que les personnes vont peut-être être contentes d'être un peu moins nombreuses qu'à l'habitude. On peut attribuer des tranches horaires aux personnes avec un contrôle d'accès. Ou la possibilité de mettre à disposition des bracelets de couleur pour tel ou tel type de bassin, s'il y en a plusieurs, ou alors pour telle ou telle tranche horaire. On va privilégier 2 baigneurs pour 3 mètres carrés. Donc, vous prenez la surface totale et vous divisez par 3 pour avoir le nombre de baigneurs. J'espère que je n'ai pas dit une bêtise en mathématiques. Vous contrôlerez. Et voilà. Donc, je relaisse la parole à Gaëlle. Écoutez, on va terminer avec ici, on vous a mis quelques liens vers des ressources documentaires hein, vers lesquelles vous pourrez vous référer et retrouver les supports, notamment les protocoles de déconfinement que vous connaissez qui sont liés à votre secteur d'activité, et puis le lien vers la fiche qui traite de la ventilation et de la climatisation, puisque c'est un sujet on ne peut plus d'actualité, alors peut-être pas aujourd'hui, mais la semaine prochaine il va faire très chaud, et puis un lien vers les fiches métiers du ministère du Travail. Voilà, je veux bien la diapo suivante pour vous parler du replay de ce webinaire ainsi que le support qui seront en ligne sur les sites internet de nos services de santé au travail très rapidement, encore ce soir ou d'ici demain. Et sur la diapo suivante, je vous parle des webinaires en replay, puisqu'en fait, ce webinaire HCR s'inscrit dans une continuité de webinaires que nous assurons depuis maintenant 1 mois et demi. Et donc, sur nos sites internet, vous allez retrouver les replays de webinaires sur notamment la responsabilité de l'employeur en matière de santé, sécurité, travail, qui rentrent vraiment en complément de ce qu'on vous a dit aujourd'hui. Un webinaire sur les masques, uniquement consacré aux masques, qui est extrêmement précis, et je pense que ça peut être très intéressant de le revoir. Et puis un webinaire sur la mise à jour du document unique, on vous en a parlé cet après-midi, et un webinaire tout récent cette semaine sur le référent Covid. Et demain, nous animerons un webinaire sur la qualité de vie au travail. Alors j'aimerais faire venir sur scène, attendez voir que je fasse 1 ou 2 petits clics, Monsieur Christophe Guillot, qui est directeur de l'UMIH du Haut-Rhin, pour qu'il vienne discuter avec nous et avec vous. Alors, Monsieur Guillot, je vous invite à nous rejoindre. Le temps de la connexion. Continuez à nous poser vos questions par l'outil questions, et j'ai lancé un petit sondage sur votre droite, à côté des questions. Prenez quelques instants pour répondre. Ça nous permet, nous, d'améliorer les webinaires à venir. Alors, Monsieur Guillot est en cours de préparation pour nous rejoindre. Alors, merci à toutes les personnes qui ont posé des questions tout au cours de ce webinaire, et merci à Marine Geiger et à Jérémy Ougier qui vous ont répondu avec une rapidité redoutable.
Je ne crois pas qu'on ait laissé beaucoup de questions sans réponse, ou en tout cas elles sont en cours de réponse. Monsieur Guillot, si vous rencontrez une difficulté, vous pouvez m'appeler sur mon portable pour qu'on trouve ensemble la bonne solution. Continuez de nous poser vos questions. Voilà, super. Monsieur Guillot arrive. Bonjour. Bon. Bonjour. C'est bon, vous m'entendez? Parfaitement bien. D'accord, merci. Merci de nous rejoindre à ce webinaire pour le temps des questions-réponses. Alors, un mot, Monsieur Guillot, pour nous dire comment vont les HCR après cette période de déconfinement, de reprise d'activité. D'abord, bonjour à tous. Merci pour la qualité des interventions, parce que c'est vrai que c'était assez détaillé, assez technique, mais vous avez bien repris l'essentiel, j'allais dire, du guide sanitaire. Donc, c'était pas mal. Je reviendrai un petit peu peut-être dessus sur une ou deux précisions. Alors, concernant la reprise, c'est vrai que depuis le 2 juin, les bars, les restaurants pouvaient ouvrir. Certains, alors là, je parle plus un peu sur le Haut-Rhin, mais je pense que dans les autres départements, c'est à peu près identique. Certains établissements, restaurants ou bars n'ont pas encore ouvert à ce jour. Alors, c'est pas faute d'accueil, c'est faute de clients. Ce que l'on constate au niveau de l'hôtellerie, c'est beaucoup plus compliqué aujourd'hui puisqu'on attend la clientèle, notamment étrangère. Bon, il y a l'ouverture des frontières, mais il faut encore attendre un petit peu. Donc, c'est très compliqué. J'avais hier et aujourd'hui 2 hôteliers sur le département qui m'indiquaient qu'il y a de la clientèle individuelle qui vient d'annuler des réservations pour juillet et août. En termes d'hôtellerie, il n'y a quasiment pas beaucoup de réservations. C'est presque, certains me disent la cata. Pour la restauration, ceux qui ont une clientèle de proximité, d'habitués, s'en sortent plus ou moins, sans effectivement retrouver leur niveau de chiffre d'affaires précédent. Et ceux qui travaillent avec une clientèle touristique, ils s'interrogent aussi quel a été l'intérêt de réouvrir le 2 juin. Et j'ai dans le centre-ville de Colmar des établissements vraiment centre-ville qui ont une clientèle essentiellement touristique. Ils regrettent quasiment d'avoir ouvert. Et j'ai dans le centre-ville de Colmar d'autres établissements qui fonctionnent à clientèle locale. Ils s'en sortent. Voilà. Donc, c'est très variable, mais ce que l'on voit, c'est qu'il manque chez nous le touriste. Et le touriste, on l'attend et on a une crainte. Alors, le touriste étranger, les Allemands, les Belges, les Suisses, les Hollandais, les Danois, on espère les avoir comme les autres années. Mais par contre, le touriste français, on est assez pessimiste parce qu'on ne voit pas trop comment les Français, les familles françaises vont privilégier, je dirais, l'Alsace. Je parle de l'Alsace cette année. Où les Français iront peut-être plus en campagne sur les zones, bien sûr, côtières, Méditerranée, côte atlantique, Massif central, voilà. Mais c'est assez compliqué pour l'Alsace. Donc, voilà, c'est une reprise, on va dire, très timide de manière générale. De manière générale, très timide. Et heureusement que des dispositifs existent encore. Et au niveau de l'UMIB, au niveau national, on essaie de faire en sorte que, bien sûr, il soit prolongé bien au-delà du 30 septembre. Je pense à l'activité partielle. Et puis qu'on puisse avoir également, parce qu'il y a une ouverture là pour des reports d'annuités sur les prêts en cours qui peuvent aller jusqu'à 12 mois maximum. Donc, il y a des dispositifs. Voilà, on a un dispositif d'aide du conseil départemental qui va peut-être se mettre également en place, qui viendra compléter celui de la CARSAT qui a été présenté tout à l'heure sur la subvention de 50% par rapport au dispositif. Voilà. Et aujourd'hui, c'est compliqué et les entreprises jonglent aussi avec l'activité partielle où certains sont à 50%, d'autres 30%, d'autres ont laissé fermer leurs hôtels qui vont ouvrir peut-être en septembre. Donc voilà, aujourd'hui, il faut être assez gestionnaire pour quelque part s'en sortir et s'en sortir non pas qu'aujourd'hui, mais le reste de l'année et le premier trimestre 2021 où c'est là qu'on a un peu peur qu'il y ait un peu de casse. Voilà. Donc voilà, ça c'est un petit peu pour redresser le tableau qui est pas très, très réjouissant à ce jour. Quelle est la carte à jouer aujourd'hui pour la grande région pour redorer notre image? Comment passer de la région Grand Est impactée durement par le Covid à une région attractive en termes de tourisme? Alors, je sais qu'au niveau Grand Est, alors on est le 18, je ne sais plus si c'est le 19 ou le 20, je ne sais plus quelle date, mais la région Grand Est doit annoncer un plan de communication pour l'ensemble de ses destinations, bien entendu. Ce sera lundi. Hein. Voilà, lundi, voilà, exactement. Je n'avais plus la date, voilà, donc ça sera annoncé. Alors, j'en connais pas le contenu. L'Alsace également, au niveau de
de l'ADT au niveau Alsace, c'est aussi un plan de communication qui se met en place. Alors on peut juger, mais ça c'est du politique, c'est peut-être un petit peu tard par rapport à d'autres régions qui ont déjà annoncé beaucoup de choses. Mais l'idée, c'est déjà une clientèle française, bien sûr, tourner vers une clientèle française, sécuriser, rassurer. Dire aussi que dans le Grand Est, on a pris toutes les mesures nécessaires pour rassurer les clients, pour mettre en place les protections, les distanciations, toutes les mesures d'hygiène qui protègent les clients, la clientèle. Et puis rappeler que il y a toute une offre de proximité à découvrir sans prendre l'avion, voilà, et qu'on peut découvrir chez nous, quoi. Donc c'est le côté rassurant qui est peut-être à mettre en avant pour cette clientèle française. Mais bon, ça sera difficile parce que on a tellement parlé de l'Alsace au niveau de l'actualité que voilà, c'est pas évident, hein. Vous savez, quand j'ai échangé avec des hôteliers qui me disaient qu'ils avaient au sein de groupes hôteliers des correspondants, on va dire, de confrères qui étaient dans d'autres régions françaises et qui disaient mais vous en Alsace, vous avez eu tellement de morts, quoi. Alors ça va, les morts ne jonchent pas les rues quand même, quoi. Mais l'image qui a été dégagée au travers des 2 derniers mois, c'est vrai que on les enlève pas de la tête, hein. C'est compliqué. Je pense que, vous savez, ça me fait penser un peu au 11 novembre. Le 11 novembre 2001, on se souvient tous des tours qui étaient tombés à New York. C'est une image qu'on gardera dans la tête. Les avions qui rentrent dans les tours jumelles. On gardera cette image. Et moi, je me souviens très bien ce jour-là où j'étais exactement. Je m'en souviendrai toujours. Et ça fait pourtant bientôt 20 ans. Et bien là, je pense qu'on gardera l'image aussi de transport de malades qui sont partis en TGV et en avion. Je pense que c'est quelque part une image qui restera dans l'esprit des gens, dans la mémoire de certaines personnes. Donc, et puis on rattache bien sûr à l'est de la France, quoi. Donc c'est compliqué, même si bien sûr ça va évoluer, mais c'est quelque chose qui est difficile à enlever, hein, et on aura toujours un petit peu ça. Donc ça va être un petit peu un frein. Et je pense que cette année, les 6 mois, l'année à venir, va être un peu compliqué pour le secteur du tourisme. Alors, je rebondis sur ce que vous disiez tout à l'heure à propos du plan de com régional façon tourisme, hein, pour redorer l'image du Grand Est. GEST, hein, donc l'association des services de santé au travail du Grand Est, a travaillé sur un guide des bonnes pratiques sanitaires pour les métiers du tourisme, pour les professionnels du tourisme. Et ce guide est en cours de mise en page à l'heure où on parle maintenant et sera publié fin de semaine et présenté lundi par Monsieur Rotner à sa conférence de presse. Et travailler avec l'Agence régionale du tourisme. Alors, ce guide est à destination des professionnels du tourisme. Et donc, on y détaille toutes les mesures sanitaires comme on l'a fait ici pour les HCR. Et le mot-clé, c'est rassurer, redonner confiance pour retrouver votre clientèle, hein. Je crois que c'est vraiment la carte à jouer et la seule à jouer ici si tous ces établissements et toutes ces structures de tourisme veulent retrouver de l'activité. C'est ce qui a été mis d'ailleurs dans le protocole de déconfinement, hein. Rassurer les salariés et rassurer les clients. C'est les 2 principes de base. C'est essentiel, quoi. Voilà, la communication sera faite. Je pense que les bons supports seront utilisés. Ça ramènera une partie de la clientèle, pas tout le monde non plus. Et puis en plus, je vois, alors je suis plus à parler de l'Alsace peut-être que du Grand Est, mais je vois que l'arrière-saison, septembre, octobre, on a souvent une belle arrière-saison, avec notamment une clientèle de 3e âge qui n'a pas été impactée, à part le côté santé, mais qui n'a pas été impactée financièrement puisque les pensions de retraite n'ont pas été touchées. Et cette clientèle de 3e âge qu'on a toujours dit, restez chez vous, ne bougez pas, vous êtes exposés, je pense aussi qu'on l'aura moins à l'automne, avec des autocaristes qui vont réfléchir sur la rentabilité des voyages. Donc on a aussi un problème de demande. C'est pour ça que je dis qu'il va se retrouver dès les familles pour cet été, dès l'automne pour les personnes peut-être plus âgées en dehors des vacances scolaires. Donc c'est un problème de demande. On a un problème à l'origine de capacité d'accueil lié aux gestes barrières, les distanciations qui ont bien été respectées, effectivement, où il faut bien sûr limiter la capacité d'accueil à l'intérieur et en terrasse. C'est vrai, mais aujourd'hui, les établissements ne sont pas complets, quoi. Malgré qu'on a pu diminuer de 20, peut-être à 50% des capacités d'accueil, les établissements ne sont pas complets. Exceptionnellement, peut-être certains la fête des mères, peut-être quelques-uns week-end, mais on n'est pas complet. Et pour compléter ce que je dis, on a travaillé notamment avec des villes comme Colmar et Mulhouse pour étendre les terrasses sur le domaine public, quitte à supprimer temporairement des places de stationnement, voire à fermer des rues. Et bien sûr, sans payer de droit de terrasse, j'ai des restaurateurs qui m'ont dit j'ai demandé l'extension, je peux l'avoir, mais pour l'instant, je ne la mets pas. Déjà, ma propre terrasse n'est pas occupée. Alors bon, on n'a pas eu de chance, on a eu ces derniers jours une météo un peu capricieuse qui n'a pas aidé, mais voilà, on en est là aujourd'hui. Donc, on a les possibilités d'étendre les terrasses. Les municipalités jouent le jeu.
jouent le jeu, même financièrement, mais la demande n'est pas là. À ce jour, la demande n'est pas là. Alors, c'est vrai que les vacances scolaires n'ont pas non plus vraiment démarré, puisque ça démarre début juillet, mais on espère quand même que ça va revenir, mais voilà, ça va être difficile, ça va être très difficile. Côté demande, ça va être difficile, c'est vrai. Continuons de promouvoir notre belle région et gardons confiance malgré ce contexte difficile, évidemment. C'est vrai qu'on cumule un peu les difficultés entre une sortie de confinement un peu tardive et puis des conditions météo catastrophiques depuis ces derniers jours. C'est pas facile pour vos métiers. Docteur Tondini, Florian Vogel, est-ce que vous vouliez ajouter un mot avant qu'on en termine avec ce webinaire? Est-ce que vous vouliez conclure? Si vous permettez, je voulais juste rajouter quelque chose sur une petite précision sur le port du masque. Vous aviez repris effectivement le guide sanitaire, celui-là qui avait été publié, et qui disait notamment, parce que là j'ai informé les adhérents parce qu'on avait des adhérents qui s'interrogeaient à la fois sur le masque et la visière. Alors vous l'avez bien dit que la visière est un complément du masque, elle ne remplace pas le masque, donc, et c'est bien le masque est obligatoire, ça c'est le premier point qui était important de dire. Et l'autre chose dans la diapo que vous avez repris sur la cuisine, qui était indiqué port obligatoire du masque, voilà, si la distanciation ne peut être respectée. Alors, je voulais apporter une précision un peu technique, en même temps réglementaire. À la suite de ce guide sanitaire est paru un décret, le décret du 31 mai. C'est ça, 31 mai. Et le décret, dans la hiérarchie des normes, est supérieur à ce document. Et ce décret précise bien dans son article 40, port du masque obligatoire pour l'ensemble du personnel. Donc, c'était pour dire, alors c'est vrai que c'est contraignant, je cache pas que c'est très contraignant, mais d'un point de vue purement réglementaire, le port du masque est obligatoire pour l'ensemble du personnel, quel que soit, je veux dire, l'emploi occupé, qu'il soit en salle, en service, en bar, voilà. Donc, il y avait une petite précision, c'est que là, au moment où on disait que c'était presque facultatif, mais en réalité, c'est obligatoire. Voilà. Alors après, je comprends qu'en cuisine, c'est pas toujours évident, mais le problème aujourd'hui, il n'est pas sur les salariés ni les chefs d'entreprise, il est plutôt sur la difficulté par rapport à la clientèle. C'est les remontées que j'ai. Beaucoup de clients, ou un certain nombre de clients, s'opposent parfois au port du masque, s'accrochent un peu verbalement avec des exploitants. J'ai même eu un adhérent qui m'a dit, excusez-moi du terme, vous n'allez pas encore me faire chier avec ce port du masque, quoi. Je veux dire, voilà, c'est obligatoire. Et pour compléter, j'ai même fait une petite affiche complémentaire avec le port du masque obligatoire et en mettant l'article 40 du décret comme un peu l'interdiction de fumer. J'ai dit aux adhérents qui l'ont mis à l'entrée, qui ont dit, voilà, reportez-vous sur le décret pour dire, en gros, c'est l'État qui sécurise tout le monde, les salariés et les clients. C'est pas vous, en tant que professionnel, qui vous l'y imposez simplement. C'est une mesure réglementaire pour aussi faire comprendre que le masque protège tout le monde, protège le client, mais protège aussi les autres, quoi. Et ce qu'on n'a pas toujours compris en soi, parce que c'est vrai qu'en tant qu'individu, on peut être individualiste, égoïste, et on peut parfois penser que c'est pas grave, je le porte pas, moi je risque rien. Mais le problème, c'est qu'on protège les autres. Et ce que je voulais dire aussi, ce qui avait été bien fait dans votre présentation, vous avez bien insisté sur la transmission manuportée. Parce que souvent on pense le masque, les postillons, tout ce qu'on veut, mais il y a essentiellement par le toucher. Et là, vous l'avez bien exposé en parlant justement des ustensiles, des nettoyages, des désinfections, par tout ce qui est touché par les personnes et d'éviter effectivement de manipuler à plusieurs des mêmes ustensiles. Donc, je pense que c'était bien d'avoir réinsisté sur ça au cours de ce webinaire, parce qu'on ne pense pas toujours à ça. Surtout que c'est quelque chose qu'on ne voit pas, malheureusement. Voilà. Eh bien, il me reste à vous remercier, Monsieur Guillot, d'avoir conclu avec nous ce webinaire. Merci, Docteur Tondini. Merci, Florian Vogel, pour votre superbe animation de ce webinaire très dynamique. Merci à tous d'avoir participé à ce webinaire que vous retrouverez en replay sur notre site internet et le support de présentation, évidemment, en téléchargement. Demain, webinaire sur la QVT. Et donc, mercredi prochain, pour rebondir sur l'histoire du guide à destination des métiers du tourisme, mercredi prochain, on a dans les tuyaux un webinaire pour les métiers du tourisme. On vous informera de tout ça quand ce sera prêt. Bonne fin de journée, soyez confiants et prenez soin de vous. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous.